Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler moto. On va faire le débrief du Grand Prix MotoGP de Motegi, Grand Prix du Japon. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé. On arrive maintenant dans le Money Time. Oui, on est dans les 5 derniers débriefs de cette saison 2022. Il reste un peu moins d'un mois, un peu plus d'un mois de compétition parce qu'on terminera le 4 novembre avec le Grand Prix de Valence. Donc voilà, on arrive vraiment sur la fin de cette saison MotoGP et le suspense est encore vraiment très important parce que rien n'est fait dans ce championnat du monde. Vraiment, tout reste à faire encore, notamment avec Bagnaia, notamment avec Quartararo, notamment avec Aleix Espargaro. Enfin voilà, c'est vraiment très intéressant ce qui va suivre dans les Grands Prix à venir en termes de suspense, en termes de spectacle, peut-être pas sûr. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu pendant ce Grand Prix. Puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas à aller voir sur TikTok, Spotify. Sur TikTok, cette semaine, on fera des petits débriefs courts de chaque étape du Tour de Croatie. Notamment, on va essayer de faire ça un maximum. Et puis, on fera un débrief complet du Tour de Croatie samedi ou dimanche. Je ne sais plus quand ça se termine. Je crois que c'est dimanche. Donc, peut-être lundi, il y aura un débrief complet du Tour de Croatie. La Cro Race 2022. Ça, c'est du côté du cyclisme. Du côté de ce Grand Prix du Japon à Motegi, une ambiance toujours atypique du côté de Motegi. C'est l'ambiance japonaise ce sont des fanats de sport mécanique, pas seulement de moto. C'est la même ambiance quand vous regardez des courses de GT500, quand vous regardez le Grand Prix du Japon en Formule 1, quand vous regardez les 8 heures de Suzuka en endurance moto. Ce sont des vrais fans. C'est vraiment une discipline qu'ils apprécient, les sports mécaniques. Vous avez également des magnifiques circuits, Motegi, Suzuka, Sugo, Fuji, également, qui sont des très belles pistes. Et ils savent aussi organiser les compétitions de sport mécanique. Okoyama aussi, qui est une piste intéressante. En plus, ils ont des pistes assez variées au Japon. Et c'est une ambiance qui est toujours particulière parce qu'il y a un vrai respect, il y a une vraie ferveur et en même temps une ferveur très contrôlée dans le respect des règles à la japonaise. C'est vrai qu'on l'avait vu aussi lors des Jeux Olympiques. Mais ça se voit encore plus du côté des sports mécaniques. Et c'est vrai qu'il y a une vraie ferveur, une vraie passion et un vrai respect des pilotes, peut-être plus que dans d'autres lieux et coins du globe. Et puis Motegi, c'est un super circuit, c'est un circuit vraiment accélération-freinage, comme on le dit souvent, mais qui me rappelle des bons souvenirs sur Gran Turismo 4. J'ai poncé Gran Turismo 4 quand j'étais jeune et c'est un circuit... Alors au départ je ne l'appréciais pas dans Gran Turismo 4, j'ai mis du temps à l'apprécier et je trouve que ça donne toujours des très belles courses, déjà parce que vous avez une très belle largeur de piste à Motegi. Vous avez pas mal d'endroits où vous pouvez dépasser aussi, et puis il y a des zones qui sont très difficiles. Le premier virage est très compliqué à Motegi. Vous avez également le virage juste après la descente, quand vous rentrez vraiment dans le dernier secteur, le virage avant le passage, le deuxième passage sous le pont, qui est également très compliqué. La dernière chicane qui n'est pas si évidente que ça. Ça circuit, voilà, on a l'impression comme ça que c'est juste des lignes droites et puis des virages à 90. Pas vraiment, il y a toujours des petites subtilités dans chacun des virages. Et c'est un circuit qui est vraiment pas évident de ce point de vue-là, et ça demande un circuit donc avec pas mal de motricité. C'est un circuit qui est assez destructeur au niveau du pneu arrière et qui est pas évident. Et puis en plus, ce week-end, c'était pas simple parce que on n'a pas eu de Grand Prix depuis plusieurs années au Japon, c'est-à-dire que on n'avait plus vraiment de données techniques par rapport à ce circuit. Et en plus, on a eu des conditions très changeantes, même si on a eu du sec vendredi et dimanche, on avait 10 degrés d'écart de température dans l'air.
Donc sur la piste, c'était aussi un écart important. On avait aussi des conditions climatiques très humides. On a eu pas mal de séances qui ont sauté avec la pluie, donc ce qui fait on a eu un week-end vraiment très regroupé. On a vu même un peu un prémisse de ce que ça donnera l'année prochaine, hein. Les week-ends avec les Grands Prix Sprint, avec notamment cette journée du vendredi qui était beaucoup plus condensée, cette journée également du samedi avec une seule séance très courte avant les qualifications. Voilà, ça nous a donné un petit peu un avant-goût de ce qu'on aura l'année prochaine et il faudra être très doué pour mettre au point sa machine. Et on a vu certains pilotes avoir plus de mal que d'autres ce week-end. Et puis on a eu une belle bagarre pour le titre lors de cette course. C'est peut-être un tournant dans cette saison, on ne sait pas encore, on le saura en fin de saison. Même si on n'a pas eu le meilleur Grand Prix de l'histoire en termes de spectacle, hein, mais c'est un petit peu le résumé de cette année 2022, c'est-à-dire qu'on a souvent eu un ou deux pilotes qui dominaient sur chacune des courses. On a rarement eu des grosses bagarres pour la gagne sur cette saison 2022. Est-ce que ce sont les carénages très sophistiqués au niveau des ailettes, notamment sur les côtés des motos? Est-ce que c'est le correcteur d'assiette? Voilà, est-ce que il y a trop de variété entre toutes les motos? Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est pas l'année avec le plus de bagarres. On passe à la note du Grand Prix, 10 sur 20. Pourquoi 10 sur 20? Comme je disais, on a une belle bagarre sur la fin de course, notamment pour le top 5. Voilà, pour savoir qui finirait 3e, 4e ou 5e. On a eu également une belle bagarre autour de Fabio Quartararo, entre Quartararo, Bagnaia, Bastianini. C'était très intéressant. Malgré tout, on a eu un énorme ventre mou, grosso modo, après 4-5 tours de course, où c'était très calme. Au bout de 4-5 tours de course. Et puis dans les 4-5 derniers tours, ça s'est réanimé un petit peu, notamment à partir du moment où Bagnaia dépasse Bastianini. Mais voilà, hein, sur un Grand Prix de 24 tours, on a allé une dizaine de tours, il y a une vraie bagarre. Aussi parce qu'on a eu du grand Jack Miller. C'était quand même très beau à voir Jack Miller à l'avant de la course, parce que vraiment c'est oui, la plus belle course de sa carrière pour le moment. Il a été dominateur, mais avec une fluidité dans le pilotage qu'il n'avait pas eu, notamment quand il avait gagné au Grand Prix de France en prenant ces deux longues laps. Il n'y avait pas la même fluidité en termes de pilotage. Là, il y avait vraiment une fluidité, on le sentait imperturbable, Jack Miller. Et quand il est comme ça, c'est beau à voir du côté de Jack Miller. On commence tout de suite par ce débrief avec le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je commence avec Fabio Quartararo. Week-end plus-moins. Plus parce que il prend des points au championnat du monde à ses deux adversaires principaux. Il a désormais 25 points d'avance par rapport à Aleix Espargaro. Il a 18 points d'avance par rapport à Bagnaia. Mais en même temps, tout reste à faire au niveau du championnat. Et en même temps, en termes de rythme, c'était pas ça pour Quartararo. Toujours un énorme problème moteur. 10 km/h sur une piste où les lignes droites sont pas très longues. C'est la plus longue ligne droite, je crois, fait 800 mètres. Donc 10 km/h sur 800 mètres. Ça veut dire sur 4-5 secondes peut-être de pleine charge. C'est énorme. Voilà, sur une pleine charge aussi courte, c'est énorme comme écart en km/h. Et puis, il n'est pas aidé en plus par ses équipiers. C'est vrai que Morbidelli finit juste devant Crutchlow, ils font 14 et 15. Je parle même pas de Binder qui est encore tombé, qui finit assez loin. Qui abandonne même Darin Binder, un week-end compliqué pour le Sud-Africain. Mais il est seul face à une armada Ducati et ça va pas être évident pour Fabio. Et puis on voit que en termes de performance, il est en retrait. C'est-à-dire que sur la première partie de saison, ça marchait très bien. Sur cette deuxième partie de saison, ça marche beaucoup moins bien. C'est vrai que depuis le Grand Prix des Pays-Bas, il est monté une seule fois sur le podium. C'était du côté de l'Autriche. 2 8e place, un top 5, 2 abandons. Ce qui fait que l'avance au championnat n'est pas si grande que ça. Alors il joue sur la régularité, il essaye de jouer là-dessus par rapport notamment à Bagnaia.
Sauf qu'Alex Espargaro, pour l'instant, est très doué dans ce domaine-là. Donc ça va pas être évident pour Fabio Quartararo. Ça ne va pas être évident. Il reste 4 Grands Prix. La Thaïlande, c'est aussi un circuit d'accélération freinage. Ça va pas être facile. L'Australie, la ligne droite de Phillip Island, elle est quand même très très longue. Donc ça va pas être simple. Les 2 lignes droites en Malaisie, pas évident non plus. Et Valence, l'année dernière, avait très bien réussi à Ducati. Donc il a certes 18 points d'avance, mais sur des courses qui sont des courses qui vont peut-être pas forcément le favoriser. Et puis je rappelle que l'année dernière, Bagnaia avait très très bien fini la saison, contrairement à Fabio. Donc il faudra voir comment ça se passe. Mais ce Grand Prix du Japon, on a toujours les mêmes problèmes avec la Yamaha, le moteur principalement. Qui manque de performance tout simplement, mais c'est un problème qu'on avait déjà vu l'année dernière, qu'on avait déjà vu les années précédentes. Le moteur Yamaha n'est pas suffisamment bon. On sait qu'ils ont recruté un ingénieur moteur qui travaillait avant chez Ferrari. On espère qu'il arrivera à trouver des chevaux à ce moteur, et surtout qu'il arrivera à trouver des chevaux sans perdre de la fiabilité, parce que c'est bien d'avoir de la puissance, c'est aussi important la fiabilité en MotoGP. Vous n'avez pas un nombre si incroyable que ça de moteurs pour toute la saison, et encore avec en plus le fait que l'année prochaine on fera plus de tours de course par Grand Prix, on fera plus de kilomètres. Ça aussi c'est à prendre en compte. En termes de fiabilité, vu qu'on aura les courses sprint, entre une course sprint et une séance de qualification, vous faites beaucoup plus de tours sur une course sprint, donc ça sera à prendre en compte aussi l'année prochaine en termes de fiabilité. La fiabilité sera mise encore plus à rude épreuve. Mais c'est vrai que pour Fabio Quartararo sur ce week-end, on retrouve les mêmes problèmes qu'habituellement. Chance pour lui, les 2 autres pilotes ont eu des problèmes, donc ça lui permet de prendre des points par rapport à ses adversaires, mais ça ne doit pas faire oublier qu'il reste 4 Grands Prix, et 4 Grands Prix 18 points. Vu la différence de performance de Fabio Quartararo par rapport à Bagnaia et Espargaro, c'est pas tant que ça, c'est pas fait du tout le championnat. Ces 2 adversaires l'ont aidé, mais ça va pas être si facile que ça. Deuxième pilote bleu, Johann Zarco, week-end difficile. Ça avait bien commencé avec les qualifications sous la pluie, mais sur le sec, il n'avait pas de rythme. Il se retrouve 7ème au bout de 2 tours de course, il est déjà 7ème. En partant en première ligne, déjà le départ est encore pas top pour Johann Zarco. En plus, il fait une erreur à la sortie du virage 2, où il se retrouve à l'extérieur du vibreur et il perd pas mal de position à ce moment-là. Il fait 2 grosses erreurs où à un moment il se retrouve 15e. Au bout de 6-7 tours de course, il est très très loin, Johann Zarco. Et après, oui, il manquait de la performance ce week-end. Si tu compares à Jorge Martin qui fait 3, mais cette deuxième partie de saison est un peu comme l'année dernière, compliquée. C'est-à-dire que l'année dernière, vraiment, il avait fait un bon début de saison, et puis ensuite, ça avait été compliqué de poursuivre en termes de résultats. Et là, c'est similaire à l'année dernière. Là encore, le niveau de performance n'est pas excellent pour Johann Zarco. Et ce qui est troublant, c'est que c'est l'avant-dernier pilote Ducati en plus à l'arrivée de la course, à part Di Giannantonio, tous les autres font mieux que lui chez Ducati. Donc c'est inquiétant, parce que ça montre que c'est pas forcément un problème de machine, c'est peut-être plus un problème de feeling, de ressenti, de sensation pour Johann Zarco par rapport à sa monture. Il reste 4 Grands Prix, ça va être compliqué s'il n'arrive pas à trouver plus de performances dans les week-ends à venir. La Thaïlande, c'est déjà le week-end prochain, donc ça arrive très très vite. Il va falloir trouver vraiment des solutions pour Johann Zarco s'il veut rester dans le coup, parce que c'est l'objectif de rester dans le coup. Mais pour rester dans le coup, même au championnat pilote, parce que tu vois qu'au championnat pilote, il est désormais 7ème. Les places commencent à s'échapper devant lui, et puis un Jorge Martin se rapproche, un Viñales aussi se rapproche. Ça serait bête de passer 9e du championnat du monde ou 10e du championnat du monde, parce que la deuxième partie de saison a été mauvaise, alors qu'à un moment au championnat il était vraiment bien. Donc c'est un peu dommageable pour Johann Zarco, mais je trouve que même s'il fait un bon début de saison cette année, je trouve que même le début de saison était une chouille moins bon qu'en 2021.
pour Johann Zarco, mais avec une Ducati qui n'était pas facile non plus à mettre au point. C'est vrai qu'il a fait un gros travail de mise au point, surtout les systèmes électroniques de la Ducati 2022, ce qui aide énormément en ce moment Bagnaia ou encore Jack Miller. On poursuit du côté des pilotes au top, des pilotes flop avec les Bleus et Tech 3. Tech 3 week-end encore pas... c'était pas catastrophique pour Tech 3, mais c'était pas non plus exceptionnel. Alors en qualification, Rémi Gardner fait par 20e sur la grille de départ et Raúl Fernandez par 22e. Donc encore une fois, une assez grosse différence quand même. Une assez grosse différence. Une différence entre les deux pilotes KTM. En course, Rémi Gardner à un moment était 15e, 16e pendant le Grand Prix, alors que Raúl Fernandez n'a jamais décollé, on va dire, des tréfonds du classement. Mais il finit vraiment pas bien sa course, Rémi Gardner, sur les 6-7 derniers tours. Il perd beaucoup de positions, et ce qui fait qu'il termine dernière. Raúl Fernandez, il finit à 19e, mais ça se joue surtout sur la fin de Grand Prix où il perd pas mal de temps, où son rythme est beaucoup moins bon en fin de course. Bon, c'est sûr que ça va encore pas aider le pilote australien pour trouver un bon guidon pour l'année prochaine, que ça soit en Superbike, qui je pense objectif numéro 1 de Rémi Gardner, mais en Superbike il n'y a pas beaucoup de place non plus. Il y a des très bons pilotes aussi en Superbike. Et parfois pour les pilotes MotoGP c'est pas toujours facile en Superbike, même si Iker Lecuona par exemple ou Bautista se sont bien adaptés à la catégorie. D'autres se sont cassés les dents du côté de la moto, de la Superbike. Donc faudra voir si Rémi Gardner arrive à trouver une équipe dans ce championnat. On passe tout de suite aux coureurs au top. Les coureurs au top, je commence avec Jack Miller. Que dire? C'est une masterclass de Jack Miller. C'est fou Jack Miller, parce que c'est un super pilote, Jack Miller. Il a un talent de pilotage monstre. De toute manière, en Moto 3, il l'avait déjà aussi, Jack Miller, ce talent-là. Le problème énorme de Jack Miller, ça a toujours été son inconstance. C'est-à-dire qu'il est capable de faire ça une course, peut-être 2 courses d'affilée, pas 3. Et qui fait qu'aujourd'hui, Jack Miller joue pas des championnats du monde autres que top 5, alors qu'il a déjà quelques victoires et des bons résultats dans sa carrière. C'est un pilote qui est fantastique sous la pluie, mais il a toujours eu ce problème d'inconstance. Et c'est un vrai souci pour moi, pour Jack Miller, encore plus en MotoGP qu'en Formule 1. En MotoGP, la fiabilité, la régularité, c'est vraiment primordial. Et c'est pour ça, par exemple, que Quartararo est devant Bagnaia, plus régulier que l'autre. Et c'est vrai que Jack Miller, ça a toujours été son gros problème, c'est la régularité. La régularité, déjà parce que c'est un pilote qui tombe quand même assez régulièrement, mais aussi la régularité au niveau des performances. C'est un pilote qui est capable de gagner une course et la course d'après, de faire 10 ou 11e, d'avoir du mal à accrocher le top 10. Et ça a toujours été le gros problème de Jack Miller, et même d'une année sur l'autre, parce que l'année dernière, Jack Miller, il est rapide au Qatar. Là, cette année, il n'était pas très rapide au Qatar lors des essais libres, même s'il fait 4e, je crois. Il fait abandon au Qatar, il n'était pas rapide lors des essais libres. Au Grand Prix de France, il fait une belle course derrière Bastianini, mais par exemple, on parlait du week-end d'après, au Mugello, il fait 15e. 14e en Espagne. Par contre, en Allemagne, sur un circuit technique, il fait 3e. Donc, c'est 3e en Autriche, mais 18e à Saint-Marin. Ça a toujours été le gros problème de Jack Miller, ce problème de régularité en termes de performance tout le long de la saison. Par exemple, il fait 14e en Argentine, 3e au Grand Prix des Amériques et 4e en Indonésie. Donc c'est le gros problème. Mais déjà, c'est un super pilote sous la pluie. Et puis, il a un vrai style de pilotage. Mais c'est vrai que là, il a fait, je crois, c'est le Grand Prix le plus abouti de sa carrière. C'est le dimanche le plus abouti de sa carrière. Et c'est
c'était beau à voir, hein, vraiment à regarder. Autant le Grand Prix ne m'a pas passionné, mais voir cette finesse de pilotage, cette facilité de pilotage, tout simplement, qu'avait Jack Miller, c'était très bien, très sympa à voir. Et ça fait du bien de voir l'Australien gagner parce que c'est un pilote qui est atypique dans le milieu de la MotoGP. C'est un caractère, Jack Miller. Mais voilà, c'était très intéressant de le voir. Et puis, on voit aussi que ça se termine. Autant il y a souvent dans les sports mécaniques, vous avez des histoires qui se terminent très mal. Autant je trouve que Jack Miller et Ducati, ça se termine plutôt très bien entre l'équipe et le pilote. C'est pas une catastrophe en termes de gestion et Jack Miller et Ducati ne partent pas fâchés, et Jack Miller c'est aussi qu'il doit beaucoup à Ducati à l'époque Pramac notamment, qui lui a permis vraiment de prendre de la confiance. Ils lui ont donné du temps aussi à ce moment-là. Peut-être que d'autres constructeurs auraient fait différemment. Ils lui ont permis aussi de monter dans l'équipe 1. Voilà, c'est un pilote qui a montré vraiment de très bonnes choses dans sa carrière. Et on verra ce qu'il fera avec KTM, s'il arrive à être performant et surtout s'il arrive à être plus régulier, parce que il aura face à lui un pilote qui est un métronome, un certain Brad Binder. On parle du pilote KTM tout de suite. Brad Binder, deuxième de la course, deuxième podium de la saison après celui du Qatar. On voit bien que la KTM est performante sur certains types de circuits. Les circuits, il faut de la motricité. C'est le cas au Japon. Ça sera le cas également en Thaïlande. Quand il n'y a pas d'adhérence, il le dit toujours Brad Binder, c'est une moto où quand il n'y a pas d'adhérence, elle est performante. On l'a vu sous la pluie aussi, il a été très bon également, Brad Binder. Il y avait même une statistique très intéressante sur cette première ligne du Grand Prix du Japon. Les 3 pilotes qui étaient sur la première ligne ont tous été champions du monde en 2016. Marc Marquez était champion du monde en 2016 en MotoGP. Johan Zarco était champion du monde en Moto2 et Brad Binder était champion du monde en Moto3. Voilà, c'était la petite anecdote sympathique que vous pourrez sortir à la cafétéria demain matin si vous ne l'aviez pas déjà vu. Mais c'est vrai que Brad Binder, cette année, c'est un monstre de régularité. Un seul abandon au Portugal et à peu près toujours dans les mêmes eaux, c'est-à-dire entre 8 et 12. La plupart des courses, voilà, il a fait entre 7 et 12, ouais, on va dire, globalement. Et quelques courses où il a fait 6, 5, 4 et des podiums. Mais en réalité, il a toujours été à la porte du top 10. Sa machine est très dure à piloter cette année, mais je ne suis pas surpris de le voir très régulier parce que l'année de Moto2 qu'il fait en 2019, la KTM, c'est une purge. En Moto2 en 2019, le châssis KTM était catastrophique et en plus, ils tâtonnaient à fond. Ils avaient testé 15, 20 châssis différents. On nous avait dit une fois sur une séance d'essai, il y avait genre 10 châssis et ils ne trouvaient pas la solution chez KTM de savoir lequel était le meilleur. Il finit en trombe, deuxième du championnat derrière Alex Marquez, mais vraiment à rien d'Alex Marquez. Il finit vraiment d'un cheveu alors qu'il y a un moment en début de saison, il était genre 10e au championnat. Et il avait, dans cette période compliquée, en début de saison Moto2 2019, eh bien, il avait été très régulier dans ses résultats. Bon, voilà, il n'arrivait pas à faire mieux que 10e ou 11e. Bah, il prenait quand même les points de la 10e et la 11e place. Brad Binder, c'est un pilote qui est capable de jouer le championnat. Il est 6e pour le moment, Brad Binder. Malgré le fait qu'il est que deuxième place, eh bien, il n'est qu'à 11 points de Jack Miller qui a fait beaucoup plus de podiums que lui. Il est devant de 10 points Johan Zarco qui pourtant a fait plus de podiums que lui, mais la régularité qu'a Brad Binder est assez impressionnante. Et puis c'est un pilote qui tombe assez peu aussi. Comme cette année Maverick Viñales fait partie des pilotes qui tombent peu, et ça c'est aussi une force de la part de Brad Binder. Et pourtant lors de sa première année en MotoGP en 2020, c'était plutôt un pilote qui faisait pas mal d'erreurs, mais je trouve qu'il a réussi à trouver de la constance après sa saison de débutant, et de la constance de les résultats, de la constance aussi en termes de performance, de la constance aussi pour éviter les chutes. Et ça montre également du gros talent du côté de Brad Binder. On verra sur les 4 dernières courses
S'il est capable d'aller chercher la 5e place de Jack Miller ou s'il est capable d'aller chercher Enea Bastianini, on verra. Mais c'est un pilote qui a fait vraiment cette année une très belle saison. Je trouve Brad Binder l'année prochaine, si KTM réussit un peu mieux à trouver le bon châssis, à trouver les bons réglages, à trouver la bonne moto, eh bien je pense que Brad Binder sera un prétendant au titre, mais il faudra que la KTM soit meilleure, mais ça sera peut-être plus facile avec un équipier comme Jack Miller, peut-être pas sûr, ça dépend des fois. Et puis on termine avec Marc Marquez. La Honda dépendance, la Marquez dépendance de Honda, elle s'exprime totalement encore ce week-end. C'est-à-dire que Marc Marquez, qui pourtant revient seulement, c'est son 2e Grand Prix après une longue interruption, finit 4e, alors que la moto est encore une bouse. Voilà, hein, elle est pas performante cette moto. Il se qualifie il fait une pole sous la pluie. La pole position, enfin voilà, il y a une bagarre avec Zarco, mais il fait une pole exceptionnelle avec une machine qui n'est pas bonne, cette Honda, et voilà, ça se voit, il y a une Marquez dépendance qui est énorme de la part de Honda encore. C'est le seul qui finit dans le top 10. Je rappelle que pour le moment, dans les pilotes de l'équipe Honda, c'est lui qui a marqué le plus de points. Il a marqué plus de points que Marc Marquez, que Paul Espargaro, pardon, mais il a marqué plus de points que Nakagami, plus de points qu'Alex Marquez. C'est-à-dire des 4 pilotes Honda, c'est lui qui a marqué le plus de points, alors qu'il a été présent sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 courses et qu'il a fini seulement 7 de ses 8 Grands Prix. Et il a malgré tout plus de points que ses adversaires, enfin que ses coéquipiers, ce qui ont fait toute la saison. Donc ça montre bien la Honda dépendance que dénonçait Carl Crutchlow aussi quand il était dans l'équipe de Lucio Cecchinello, cette dépendance de Marc Marquez, parce que quand Marc Marquez il est pas là, t'as personne d'autre, mais il y a toujours eu cette force de la part de Marquez avec Honda, et puis même le Grand Prix, parce que la Honda elle est pas facile en course. Il part avec un pneu soft, ce qui était quand même un choix très risqué vu les températures. Il fait pas un très bon début de course, donc quand je le vois perdre des positions en début de Grand Prix, je me dis avec le pneu soft, ça veut dire que le pneu soft déjà il marche pas en début de Grand Prix, ça risque d'être un petit peu compliqué en fin de course. Et puis le problème du pneu soft, c'est que c'est un pneu qui est très mou, donc qui a peu de soutien, qui a peu de portance, donc ça peut être un problème sur les gros freinages, mais il n'est pas tombé, il fait un Grand Prix solide, régulier. Voilà, c'est encore du grand Marc Marquez, quoi, hein. Faut pas sous-estimer cette 4e place de Marc Marquez. Et il va finir la saison. Je crois que maintenant on n'a pas vraiment de doute. C'est important aussi pour Honda parce que il va pouvoir apporter son expérience déjà à l'équipe en ce moment, mais surtout pour les tests de fin de saison, il sera dans le rythme, ce qui n'était pas le cas les années précédentes où il faisait les tests quand il pouvait faire les tests de fin de saison, mais où on arrivait à l'aveugle, du côté de chez Honda. Là, on aura peut-être un peu plus de données techniques et ça permettra à Honda de remonter au classement, même si du côté de chez Honda, on a un travail colossal pour retrouver de la performance, hein. C'est pas dit que Honda arrive à revenir aux avant-postes tout de suite. Ça, il faut aussi se le mettre dans la tête. On met plus de temps à détruire qu'à construire. Et du côté de chez Honda, ça va pas être facile. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Pecco Bagnaia, parce que le week-end a été compliqué pour Pecco Bagnaia. Il n'a jamais eu un très grand rythme avec sa Ducati. Ça commence dès les qualifications où ça se passe pas très bien. Il n'a pas un très grand rythme en qualification. Et puis ça se poursuit derrière en course, où le début de Grand Prix est compliqué. Pourtant on se dit sur le sec ça va peut-être être un peu plus facile pour Bagnaia parce qu'on sait que c'est pas le meilleur pilote sous la pluie. Mais non, même sur le sec ça marche pas des masses en début de course. Et puis
Tu vois, à partir des 10 derniers tours, il commence à trouver pas mal de rythme. Alors, on se dit, ah, il y a peut-être la possibilité de faire quelque chose, surtout que Fabio Quartararo, à partir de 6-7 tours de l'arrivée, ça commence à être compliqué avec la machine. Mais il faut dépasser Bastianini. Il arrive à dépasser très rapidement Bastianini, en prenant déjà des risques à ce moment-là. Et puis quand il attaque le dernier tour de course, il est dans les échappements de Fabio Quartararo, sauf que il a les yeux plus gros que le ventre et il tente un freinage un peu trop délicat et il est légèrement hors trajectoire et bam, ça part. Il est à deux doigts d'envoyer dans les airs Fabio Quartararo, ce qui aurait été encore plus malchanceux, je pense, pour Pecco Bagnaia. Mais moi, je l'ai senti dès le dépassement à 4 tours de l'arrivée, où je vois le dépassement sur Bastianini. Je me dis, ouh, dans la chicane. Dans la chicane avant l'arrivée, je me dis, il y va au forceps. C'est pas l'idée du siècle. Tu vois, là, c'est passé, mais ça va pas passer 150 fois. Je me dis, va falloir le regarder. Et puis, à l'amorce du dernier tour, dans le virage 1, il fait un freinage pour prendre ce virage 1. La roue arrière a fait droite-gauche pendant tout le freinage. Tu te dis oui, là il attaque fort et ça va peut-être pas tenir. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour prendre pour prendre la première place. Et je pense c'est pour ça qu'à ce moment-là, Randy Depugnet sur Canal+ dit ce fameux commentaire: faut pas prendre tous les risques pour marquer un point de plus que son adversaire. Et oui, ça a pas pardonné parce que le virage d'après, il tombe. Mais oui, moi je me dis à ce virage-là, dans le virage 1, je me dis, oui, on n'a encore pas laissé pas loin du miracle. Et au bout d'un moment, t'as un miracle, deux miracles, mais t'en as pas 40 sur un Grand Prix. Et c'était le problème de Bagnaia sur la fin de course. Voilà, il n'y a pas eu 50 miracles pour Pecco Bagnaia. Et donc il finit avec un abandon. Faudra voir maintenant comment il va se remettre de cet abandon, parce qu'il était sur 5 courses assez fantastiques, Pecco Bagnaia. Ça ne remet pas en cause non plus ses facultés mentales, ce que certains ont voulu remettre en cause des Grands Prix, parce que plus d'un aurait fait l'erreur. Ça montre peut-être un peu d'inexpérience encore de Pecco Bagnaia dans la MotoGP, mais plus d'un pilote qui ont joué des championnats du monde ont fait des erreurs au moment de conclure, n'ont pas réussi à conclure et ont fait des erreurs à ce moment-là. Et là, Bagnaia, il a eu les yeux plus gros que le ventre. Il a tenté le tout pour le tout. Voilà, c'est une erreur de la part de Pecco Bagnaia. Est-ce qu'il va avoir du mal à s'en remettre? Parce que ça l'a fait mal en dernier tour de course. Mais il est qu'à 18 points. Et je pense que Ducati et son entourage doivent vraiment jouer là-dessus. C'est qu'il est qu'à 18 points. Il reste 4 courses, 100 points encore à distribuer. Donc c'est rien d'avoir 18 points de retard. Voilà, c'est pas un écart inexorable. Il peut rattraper ce retard-là, mais il faudra dès la Thaïlande montrer de quel bois il chauffe et de montrer qu'il est de retour, en sachant que la Thaïlande, il faudra faire attention également parce que les conditions climatiques ne seront peut-être pas faciles. C'est vrai qu'en Thaïlande, à cette période-là de l'année, comme en Australie, on peut avoir des conditions très fraîches et de la pluie. Surtout parce que c'est un peu la saison, je dirais presque des typhons en Thaïlande, et en Australie c'est l'hiver. On l'a vu lors des championnats du monde de cyclisme qu'il ne fait pas chaud. Et Phillip Island, c'est pas Sydney, c'est au nord, donc il faut se méfier de ça. Mais c'est vrai que du côté de Bagnaia, c'est un contretemps. Maintenant, c'est important de savoir est-ce que c'est un contretemps ou est-ce que c'est un vrai tournant dans la saison. Il a l'avantage pour le moment, c'est que la Ducati est meilleure que la Yamaha, mais c'est vrai que ce week-end, outre la chute, il n'avait pas un super rythme avec la Ducati. Donc même sur le sec, il n'y avait pas un rythme sensationnel. C'était un peu plus difficile que sur les autres courses. Donc voilà, faudra voir s'il arrive à tenir. Mais encore une fois, quand je parlais de régularité, Bagnaia, ça joue là aussi un championnat du monde. C'est déjà son 5e abandon de la saison. Alors certes, il a 6 victoires, c'est-à-dire 3 de plus, 6 victoires, c'est-à-dire 3 de plus que Fabio Quartararo. La différence, c'est que Fabio Quartararo, il a 2 abandons, lui, il en a 5. Donc voilà, il y a 3 abandons d'écart, 3 abandons, c'est 75 points.
ça se voit aussi hein, sur ce genre de situation, notamment l'abandon en Allemagne où il était aussi en tête de course au moment où il tombe du côté du Grand Prix d'Allemagne au Sachsenring. On poursuit avec Aleix Espargaro, là aussi c'est un peu la tuile. En plus c'est con pour Aleix Espargaro parce que c'est celui qui se qualifie le mieux. Donc je dirais pas que c'était la voie royale, mais il avait un avantage sur ses adversaires s'il était parti de la 6e position. Fabio était 9, Bagnaia était 12 et Bastianini était 15. Donc c'était un avantage par rapport à ses adversaires directs. En plus, Aleix, c'est une piste qui convient bien à l'Aprilia parce que c'est une piste où il faut de la puissance moteur, où il faut de l'agilité parce qu'il y a pas mal de changements de rythme, où il faut de la traction en sortie de virage. C'est une moto qui est très homogène cette année, l'Aprilia, donc c'était vraiment l'idéal pour Aleix Espargaro. Et puis, le malheur du premier tour de course avec un mode éco qui se retire pas et avec un changement de moto après le tour de mise en grille, un choix de pneu qui n'était pas celui qui était prévu, c'est-à-dire qu'il se retrouve à avoir un pneu soft alors qu'il avait choisi au départ un médium. Donc il a dû jouer aussi là-dessus. Et c'est vrai que autant faire une remontée avec un dur aurait été plus facile qu'avec un soft. Et ça se voit, il finit en plus à la porte des points. Alors on augmente encore le cap de la frustration, mais ça a été compliqué sa remontée de course à Aleix Espargaro parce qu'il n'avait pas le pneu qu'il souhaitait. Et avec un pneu soft, forcément, quand vous faites une remontée en course, vous devez prendre des risques, vous devez attaquer. Sauf qu'il ne pouvait pas attaquer parce qu'il n'avait pas le pneu qui convenait, le pneu qui avait l'endurance nécessaire pour faire ça. Donc c'est dommage pour Aleix Espargaro. Et c'est frustrant parce qu'il y avait la possibilité de revenir au championnat un petit peu, peut-être d'arriver au cap des 200 points, de repasser peut-être devant Pecco Bagnaia. En plus, quand tu sais qu'ils étaient 8 et 9e, si lui il avait été sur le podium, ça aurait pu le faire du côté d'Aleix Espargaro. Mais il y a eu ce problème mécanique dès le départ qui lui coûte cher. Là aussi, il faudra voir si c'est un tournant dans la saison. Mais vu comment l'Aprilia et Espargaro ont été réguliers cette année, parce que je rappelle encore une fois qu'il y a eu jusqu'à maintenant, il y avait eu un seul résultat en dehors du top 10. Ça, c'est son deuxième résultat en dehors du top 10. Aucun abandon encore pour Aleix Espargaro cette saison. Et je rappelle que son équipier, lui, n'a jamais chuté, n'a chuté qu'une fois. C'était du côté de Motorland. Donc on voit que l'Aprilia est vraiment une machine très homogène, très intéressante et peut-être facile à utiliser aussi pour l'équipe et pour les pilotes de l'équipe italienne. Et puis je termine avec Fabio Di Giannantonio. Pourquoi Fabio Di Giannantonio? Encore un week-end pas top, ça fait 3 week-ends d'affilée où il n'a pas un grand rythme, Fabio Di Giannantonio, 20e, 19e et 17e. Pourtant, je pensais qu'il avait trouvé un petit peu la solution avec cette Ducati du team Gresini, au moins en course. Il avait un pas mauvais rythme sur certains grands prix. Il a même fait une 8e place, c'était du côté de l'Allemagne. Bon, il y avait eu pas mal d'abandons. Mais il avait fait 11e en Autriche, 11e également en Italie. Je pensais qu'il avait trouvé le mode d'emploi et qu'il avait compris comment ça marchait une MotoGP. Et non. Et puis en plus, quand tu compares à Bastianini, c'est sûr que la comparaison fait mal. Mais même quand tu compares aux autres pilotes Ducati, il est très loin de Marco Bezzecchi. Ce sont pourtant 2 pilotes débutants dans des teams satellites Ducati. C'est vrai que lui, il a 23 points au championnat quand Bezzecchi en a 80. Donc ça fait un peu mal au cucu. Et il n'est pas largement devant non plus Binder, Rémi Gardner et Raoul Fernandez qui vivent, eux, des saisons extrêmement compliquées et qui ne reviendront... Raoul Fernandez, si, mais les 2 autres ne reviendront pas l'année prochaine. Il y a de grandes chances qu'il ne reste pas en MotoGP l'année prochaine. Donc c'est vrai que pour Di Giannantonio, il y a des erreurs, je pense, là ce week-end. Mais il faut déjà qu'il travaille sur son rythme en time attack, qui n'est pas suffisamment bon. Son rythme sur les tours de qualif, c'est pas suffisamment bon. Et aujourd'hui, c'est surtout là que l'écart se fait. Et puis après... Forcément, alors je sais bien qu'on est en MotoGP, je sais bien que c'est un peu plus facile qu'en Formule 1 pour remonter, mais si tu pars 20e, 21e ou 19e, c'est compliqué de finir à la 5e place. Tu peux le faire sur une course, 2 courses, tu le feras pas sur 40 Grands Prix non plus. Donc Di Giannantonio, il faut déjà qu'il travaille sur son rythme de qualif.
Ensuite, oui, bah, il faudrait qu'il progresse aussi un petit peu sur le rythme de course, mais je pense que le problème est surtout sur... il a du mal à cerner, j'ai l'impression, la limite de sa machine, ce qui pose beaucoup de problèmes parce qu'il tombe quand même assez régulièrement. Fabio Di Giannantonio, que ça soit en essai libre et même parfois le dimanche. Et puis, je suis assez quand même surpris parce que je m'attendais à peut-être un peu mieux de Fabio Di Giannantonio en MotoGP pour son année de débutant parce que je me disais... Bon, déjà, il a un équipier, enfin, il est chez Gresini, qui est une structure qui est intéressante, je pense, pour moi, pour progresser dans cette équipe. Et puis surtout, je trouvais que il était passé chez Speed Up. Speed Up, c'est aussi une équipe où on fait pas mal de mises au point. Donc, je pensais que le passage de la Speed Up à la MotoGP serait plus facile. On avait vu notamment Fabio Quartararo, ça s'était très bien passé. Je pensais qu'il serait plutôt dans l'objectif qu'il aurait la possibilité vraiment de jouer un top 10 au championnat du monde, mais on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas en ce moment pour Fabio Di Giannantonio. C'est vrai que je m'attendais plutôt à ce qu'il soit au niveau de Bezzecchi que au niveau de Binder et de Rémi Garner, très clairement. On a fait le tour de ce débrief. On passe maintenant aux différents classements des championnats du monde. On commence par le classement du championnat du monde pilote. Fabio Quartararo en tête avec 219 points, c'est-à-dire 18 points d'avance sur Francesco Bagnaia. Alex Espargaro est à 25 points. On retrouve ensuite Enea Bastianini, Jack Miller et Brad Binder. Johan Zarco est descendu à la 7e place. Jorge Martinez 8e. Maverick Viñales 9e. Alex Rins 10e. Marco Bezzecchi 13e, premier débutant. Juste derrière son équipier Luca Marini, sauf que l'écart entre les deux équipiers a quand même pas mal grandi. Marini qui enchaîne les bons résultats en ce moment. Il n'est pas sorti du top 10 depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne. Ça fait 4 Grands Prix d'affilée qu'il est dans le top 10. Il y a 21 points d'écart maintenant entre les deux équipiers. Et puis ensuite, donc Di Giannantonio, Binder, Gardner, Fernandez pour les autres débutants. On passe au classement constructeur, c'est fait pour Ducati désormais, vu qu'il ne reste plus que 100 points à récupérer du côté du classement constructeur. Ils ont désormais plus de 100 points d'avance sur Aprilia, donc c'est fait. Il va y avoir une bagarre pour le titre de vice-champion entre Aprilia et Yamaha, 5 points d'écart. On retrouve ensuite KTM qui est désormais dans un no man's land, devrait finir à 4e à part si Yamaha se plante en fin de saison. Suzuki 5e juste devant Honda, sauf que Honda avec le retour de Marquez va peut-être être en capacité de remonter et que Suzuki rien ne va. Ce week-end on a vu notamment l'abandon du pilote invité avec un moteur qui est parti en flammes. Et encore une fois, beaucoup de problèmes chez Suzuki depuis quelques temps. Et puis on passe au classement équipe. Du côté du classement équipe, Ducati est en tête avec 360 points, c'est-à-dire 53 points d'avance sur Aprilia. On retrouve ensuite Pramac, Red Bull, KTM. On retrouve ensuite Yamaha, qui est désormais dévancé par KTM. Pramac, donc on retrouve quand même 3 équipes italiennes aux 3 premières places, ce qui montre la ferveur en ce moment des Européens, vu que la 4e équipe est également européenne. Gresini est 6e. On retrouve ensuite Suzuki qui perd des positions. VR46 se rapproche très dangereusement même de Suzuki. Et puis le team officiel Honda, 9e devant LCR Honda. Ensuite c'est RNF et Tech 3 qui est bonne dernière avec je crois 17 points au compteur. De toute manière, tous les classements sont dans la description de cette vidéo. Nous, on se retrouve donc le week-end prochain pour le Grand Prix de Thaïlande. Nouvelle manche outre-mer. Voilà, on rentre dans le Money Time. On est dans le Money Time désormais de cette saison MotoGP 2022. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Merck Production. Ciao, ciao!